Mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui dans cet auditorium pour le colloque intitulé, comme vous avez dit, Crise et communication dans la période de bouleversement. Permettez-moi tout d'abord de remercier chaleureusement le comité de sélection du Centre de recherche du Château pour l'honneur qu'il m'a fait en me sélectionnant en tant que jeune chercheuse. Pour moi, pouvoir organiser cet événement est une opportunité exceptionnelle. Je souhaite également exprimer ma sincère gratitude à Mathieu Davignat et Delphine Dabour et Benjamin Ringot pour leur soutien constant et leur aide précieuse dans la préparation de cette journée d'études. Alors, de quoi va-t-il s'agir aujourd'hui? Famine, cantonnement, domination étrangère, changement de régime. La période de bouleversement entre 1785 et 1820 fut marquée par une multitude de crises. La Révolution française, en particulier, a eu des répercussions profondes sur l'ensemble de l'Europe. Un aspect souvent négligé de cette époque est la gestion de la crise par les souverains. Comment les gouvernements, et en particulier les monarques, ont-ils réagi face à tels événements dramatiques? Dans quelle mesure l'opinion publique a-t-elle influencé leur stratégie de communication? Quelle a été l'implication de la population dans le processus de communication et quel rôle ont joué les institutions urbaines dans cette dynamique? Et enfin, comment se déroulaient les échanges réciproques entre pouvoir et population? La notion des crises que nous adoptons pour ce congrès est délibérément ouverte. Toutefois, le concept de Rudolf Schlögl de crise comme auto-observation me paraît particulièrement pertinent. Selon cette approche, il ne s'agit pas de déterminer si une situation est véritablement une crise, mais de savoir si elle est perçue comme telle. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'une communication de crise peut avoir lieu. J'entends également laisser la notion de communication volontairement large afin de préserver une vision plus englobante. Effectivement, on peut examiner différents types de communication, qu'il s'agisse de la communication officielle, comme les débats parlementaires, les négociations et la correspondance, ou des voies informelles de communication, telles que les rumeurs et les bavardages. On distingue aussi les approches verbales et non verbales. Les interactions symboliques ainsi que les questions de sémantique ont ouvert également de nombreux champs de recherche. Un autre niveau concerne la conception fondamentale de la manière dont la communication se déroule. Pour citer seulement deux approches interprétatives influentes, Jürgen Habermas place le langage au centre des interactions sociales. Il définit l'objectif de la communication comme étant une compréhension rationnelle entre certains acteurs sur la vérité objective et un accord intersubjectif fondé sur celle-ci. Le sociologue Niklas Luhmann, en revanche, présente un modèle fonctionnel de la communication qui est indépendant des objectifs communicatifs et des actions concrètes des individus. De plus, les différenciations segmentaires et stratificatrices ne jouent aucun rôle dans ce modèle. Au contraire, les unités de communication sont vues comme des sous-systèmes fonctionnels qui remplissent des objectifs spécifiques au sein de la société dans son ensemble. Le système juridique et le système économique, par exemple, sont des sous-systèmes initialement indépendants, chacun ayant ses propres mécanismes de communication fonctionnels et séparés. Alors, Luhmann décharge les acteurs concrets de leur rôle déterminant dans la communication et met l'accent sur l'analyse des mécanismes de communication plutôt que sur le contenu. De nombreux sociologues et historiens ont depuis repris ces modèles de la publicité et les ont appliqués à des analyses historiques. Par exemple, Andreas Gestrich, Andreas Vögler, Damien Tricoire et Massimo Rospoche en font partie. Les discussions à ce sujet se poursuivent. Je suis très curieuse de voir quelle forme de communication nous rencontrerons aujourd'hui et demain dans le cadre de la communication de crise. J'ai délibérément laissé cela ouvert afin de permettre un cadre aussi large que possible, qui découle véritablement des analyses des sources. À cet égard, je suis ravie que de nombreux experts internationaux aient répondu favorablement à mon invitation et qu'ils aient consacré une réflexion approfondie à la question de la communication de crise en période de bouleversement.
Nous aborderons les thèmes de notre conférence aujourd'hui et demain en 4 volets. Tout d'abord, la crise devrait être abordée d'une manière systémique. Pour les acteurs au niveau micro, comme pour les institutions et les différentes couches sociales, il sera nécessaire d'étudier les relations entre les acteurs et leurs perspectives respectives de la crise. Surtout les interactions dans l'action communicative se trouvent au centre ici et consécutivement la question à savoir quand un état d'exception est perçu collectivement. La deuxième séance sera consacrée aux stratégies de gestion de crise. Existe-t-il des processus d'apprentissage dans l'action communicative générale ou bien seigneuriale? Qui élabore ces messages? Comment sont-ils perçus et comment sont-ils diffusés dans le contexte de la crise? Quelle est l'importance de la communication réciproque? Quel lien existe-t-il entre communication et action? Et enfin, peut-on parler d'approche d'évaluation à long terme dans la gestion de la crise? La troisième séance s'approchera sur les opérateurs de la communication de crise. Quels sont les facteurs déterminants pour la réussite de la communication intrasociale? Quel rôle la religion et la piété ont-elles joué et quel impact la mentalité des Lumières a-t-elle exercé? Existe-t-il des modèles permettant d'argumenter de manière récurrente et à travers plusieurs points de vue? Quelle est l'importance des mentalités régionales ou des spécificités culturelles dans le processus de communication? Enfin, peut-on identifier des codes de communication qui fonctionnent pour toutes les couches sociales? La gestion des crises au début de l'époque moderne oscillait entre la politique des arcanes et le développement des sphères publiques. Le thème de la communication de crise entre en résonance avec le débat sur la sphère publique, comme mentionné intensément mené par Jürgen Habermas et Niklas Luhmann. Existe-t-il des communicateurs et des récepteurs centraux dans le comportement communicationnel en période d'urgence? Les crises entraînent-elles des transformations au sein de la sphère publique? Peut-on analyser les processus de communication, en particulier en temps de crise, indépendamment des acteurs concrets? Quelle est l'efficacité de la communication de crise? Telles seront les questions posées lors de la 4e et dernière séance. Vous le voyez, de nombreuses questions passionnantes restent en suspens et je me réjouis beaucoup de différentes approches de nos intervenants ainsi que des contributions à la discussion. Je suis également ravie d'avoir pu gagner 4 modérateurs pour diriger les séances. Benjamin Rango, coordinateur de la recherche au CRCV, puis c'était italien, Nicolas Richard de l'Université Paris-Sorbonne, Rachel Renaud de l'Université de Main et Xenia von Tippelskirch de l'IFRA à Francfort. C'est elle aussi qui présentera le commentaire final. J'ai maintenant le plaisir d'inviter Benjamin Rango à prendre la parole pour ouvrir la première séance. Je me réjouis d'ores et déjà de cette rencontre et des discussions passionnantes à venir et je vous souhaite à toutes et à tous une conférence enrichissante.